Très bien. Vous arrivez à voir l'écran? Donc ça, c'est l'écran. Donc vous connaissez ma petite, hein. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Très bien. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, hi tout le monde. Voilà. Alors, c'est le 24 aujourd'hui? Oui, le Oui, 24. c'est le 24. C'est le 24, voilà. Alors, le 24 octobre 2022. Très bien. Alors, il est pile 20h30, donc je commencerai le cours. Alors, je suis très content d'abord parce que vous assistez à cette séance à distance. C'est vrai qu'on l'a fixé aujourd'hui même, et je sais que je ne m'attendais pas à la faire à distance, mais c'était une obligation parce que demain, j'ai un autre empêchement, malheureusement. J'avais fixé un rendez-vous depuis un mois pour demain et je ne pouvais pas le changer. Alors, je tiens juste à signaler que lorsque je prends, par exemple, un point matériel, donc c'est ce que je représente généralement par un point, ça c'est le synonyme d'un point. Vous me suivez? Alors, quand je dis ça, c'est un point matériel, c'est dans le sens que ce point-là, pour moi, c'est un objet pour lequel le epsilon est tend vers zéro, et c'est un point pour la mécanique classique, quand je m'adresse à vous, c'est que je sais que vous avez au moins des connaissances dans le domaine de la physique ou bien de la mécanique classique. Dans la mécanique classique, on suppose que le point matériel, c'est une représentation de la matière. Donc ça, c'est une simulation, si vous voulez, ou bien une représentation géométrique de la matière. Parce qu'en physique, on s'intéresse à étudier cette matière, effectivement. Donc voilà, donc c'est l'objectif même de la physique, c'est de s'intéresser à cette matière et d'essayer de comprendre, pardon, les lois qui la gouvernent. D'accord? Alors, quand je prends ce point-là, ce point matériel, je sais à ce point matériel dans un repère, par exemple, à 3 dimensions, quand je prends un repère X, Y et Z, ça c'est le centre d'un trièdre à 3 dimensions, ou bien d'un repère, et je matérialise le point M comme étant la position de ce point matériel. Ça, c'est la position du point matériel. À partir de cette position, je peux calculer, comme vous le savez, le vecteur position, par exemple. Le vecteur position, c'est les 3 composantes x, y, z, d'accord? Et je peux calculer aussi, naturellement, je peux calculer la vitesse de ce point M par rapport à ce repère R. Donc, je peux calculer cette vitesse-là. Donc, ça, c'est la vitesse. Ça, c'est le vecteur position. Ça, c'est la vitesse. D'accord? Ce sont deux quantités vectorielles, d'accord? Et quand je calcule la vitesse, naturellement, je peux parler aussi de toutes les quantités sous-jacentes. Je peux calculer l'accélération, par exemple, de ce point M par rapport au repère R. C'est la variation de cette vitesse-là. C'est la variation de cette vitesse par rapport à T dans un repère R. Et aussi, je peux parler de la force et de toutes les quantités de la mécanique classique. Alors, du moment que, à partir de ce point M, on peut calculer toutes ces quantités-là, et donc nous sommes dans un cadre, nous sommes dans le cadre de la mécanique classique. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours de mécanique classique, ça, c'est pas mon objectif. Je reste toujours dans la même philosophie des dernières leçons, ce qu'on a fait. C'est justement pour placer le curseur ou bien le spot sur un certain nombre de propriétés dont je cite. Quand je dis je suis dans la mécanique classique, donc je suis dans une physique macroscopique, donc c'est une physique macroscopique que même Niels Bohr, lorsqu'il a, dans le cadre de la mécanique quantique,
introduit cette formule, la fameuse formule dont j'ai parlé. Donc, je vais la lister jusqu'à la mécanique quantique. On a introduit le lambda est égal à H sur MV, vous vous rappelez. Je vais revenir par la suite à cette quantité-là, avec lambda, c'est la longueur d'onde. Elle a essayé, c'est la relation de Lewis de Broglie, donc de Broglie. Dans cette équation, on peut montrer par des opérations, des gymnastiques mathématiques et physiques sur cette équation-là, on peut définir c'est quoi le cadre dans lequel on peut appliquer la mécanique quantique et dans quelles circonstances on peut appliquer éventuellement la mécanique classique. Donc, quand je dis la physique macroscopique, c'est-à-dire c'est répondre à un certain nombre d'exigences physico-mathématiques liées aussi à cette contrainte de lambda égale à h, avec h c'est la constante de Planck, la masse c'est la masse de cette particule et v c'est la vitesse. Ce qui est important à noter dans ce cadre-là, c'est quoi? Ce qui est important à noter dans le cadre de la physique classique, ce qui est important à noter dans le cadre de cette physique classique ou bien mécanique classique, c'est la chose suivante. C'est que, petit i, quand je prends, par exemple, ce point matériel-là, donc j'ai parlé, on a défini c'est quoi ce point matériel, alors le représenter de cette façon, ou bien le représenter de cette façon, avec epsilon très faible, ou bien le représenter tout simplement par un point, c'est la même chose. Ce ne sont que des représentations, mais on comprend de quoi il s'agit. Donc ça, c'est la localisation dans un contexte, dans un environnement spatio-temporel de la particule ou bien du système matériel que nous sommes en train d'étudier. D'accord? Ce point-là, il pourrait être un électron, il pourrait être une particule quelconque, il pourrait être un ensemble de particules. L'essentiel, c'est d'étudier la chose dans un cadre de la mécanique classique. Alors, pour nous, quand je prends ce point-là, par exemple, et je veux aller d'une position initiale vers une position finale. Désolé, donc j'ai dessiné la trajectoire, mais bon, je ne connais dans un premier temps que la position initiale et la position finale. Alors, je cherche à faire un voyage de cette position initiale vers une position finale. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, quand je cherche à faire un voyage de cette position initiale vers la position finale, alors la question qui s'impose, c'est combien de chemins existe-t-il, combien de chemins existe-t-il pour aller de la position initiale, ça c'est initial, et ça c'est la position finale. Naturellement, vous pouvez dessiner une infinité de trajectoires. Ça, on l'a discuté la première séance, vous vous rappelez bien. Mais un seul chemin qui est réel. Un seul chemin qui est réel. Quand on dit un seul chemin qui est réel, c'est-à-dire on a une infinité de trajets, ou bien de trajectoires, mais un seul chemin qui est réel. Ça, on l'appelle le chemin, le chemin réel. Alors, la question qui se pose, c'est quoi un chemin réel? Alors, pour nous, c'est un chemin réel pour dire que parmi toute la prolifération de chemins qui existeront entre la position initiale et la position finale, bon, je cherche à voyager, ou bien à faire voyager mon système physique, que je représente par ce point-là, rouge, d'une position initiale vers une position finale. De toutes les manières, ça, c'est pas de la science-fiction, ça, ce sont les choses que nous faisons habituellement, c'est-à-dire c'est de faire des déplacements dans un contexte spatio-temporel d'une position vers une autre position, d'une position initiale vers une position finale. Bien sûr, ce ne sont que des opérations qui se font par rapport à un axe de temps, ou bien à la fin du temps, où il y a le passé et il y aura le futur. Donc, c'est-à-dire que cette position-là, c'est le futur par rapport à cette position qui est le passé. Alors, le I, c'est le passé par rapport à F, et le F, c'est le futur par rapport à I. Le F, ça n'a rien à voir avec le futur, c'est juste pour indiquer final. Et ça, c'est pour indiquer initial. Alors, quand je dis le futur et le passé, c'est-à-dire je me place déjà dans un contexte que je peux qualifier comme étant la causalité. Quand je dis causalité, c'est-à-dire cause, effet. Et ça, c'est un principe
très important dans le cadre de la physique, c'est-à-dire